C'est finalement une séance qui met à l'honneur des femmes remarquables. Moi, ça me réjouit, hein, aussi bien de celles dont on parle que celles qui parlent. Et donc, à mon tour de vous présenter ma collègue et amie de la section 5301 du Conseil national des universités, pour être tout à fait officiel. Donc, Madame Gisèle Cany, qui est professeure des universités, praticien hospitalier de médecine interne, immunologie clinique et allergologie à l'Université de Lorraine et dans notre CHRU de Nancy. Alors, brièvement, Gisèle est ancienne interne des hôpitaux, ancienne chef de clinique à la faculté de médecine et assistante au CHU, puis praticienne hospitalière dans le service de médecine interne, immunologie clinique et allergologie de notre maître à tous les deux, Madame le professeur Denise Anne Monneray-Vautrin, hélas trop tôt disparue, et elle lui succède en 2006. C'est dans ce service transféré à l'hôpital central que nous faisons connaissance. Moi-même, à l'époque, je suis professeur agrégé dans ce service, avant de devenir chef de service du service de médecine interne et médecine générale de mon maître, le professeur Jean Schmitt. Suite à la restructuration de notre CHU, nous nous retrouvons tous les deux en 2013 dans l'actuel département de médecine interne, immunologie clinique et allergologie du bâtiment des spécialités médicales des hôpitaux de Brabois. Alors, Gisèle Cany a de très nombreuses compétences médicales et scientifiques. Elle est docteur en médecine, elle est titulaire du DES de dermatologie vénérologie et du DESC d'immunologie clinique et d'immunopathologie. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat d'université en 1996, obtenu le diplôme d'habilitation à diriger des recherches en 2000, elle est PUPH de médecine interne en 2002. Elle a exercé des fonctions de directrice de l'équipe d'accueil EA 3999 maladies allergiques, diagnostiques et thérapeutiques à l'Université de Lorraine et également des fonctions de directeur adjoint de l'équipe d'accueil ETHOS, étant actuellement membre du laboratoire Interpsy EA 4432 Axe Gris à l'Université de Lorraine. Alors, je serai bref et je ne citerai pas tous ces domaines d'excellence et sa participation à de nombreuses sociétés savantes et institutions, et je vais me focaliser sur le sujet de sa conférence. Sous la houlette de Michel Boulanger, que tout le monde connaît ici, elle s'initie à la médecine thermale, prenant sa suite étant depuis 2012 directrice du laboratoire d'hydrologie et climatologie médicale à la faculté de médecine de Nancy. Elle a aussi des fonctions nationales comme présidente de la Société française de médecine thermale et vice-présidente du conseil d'administration de l'Association française pour la recherche thermale. Gisèle Cany est auteure de 358 publications. Elle a donné de nombreuses conférences en France et à l'étranger, et elle a fait des publications très récentes dans le domaine de la médecine thermale, bien sûr, mais aussi des enjeux œdèmes, des déficits immunitaires et des maladies allergiques, dont elle est une des spécialistes à l'échelon national. J'ajoute pour finir qu'elle est aussi mariée et mère de 3 enfants, dont une fille actuellement interne en médecine. Ce soir, elle va nous éclairer sur l'intérêt de la cure thermale dans le traitement des symptômes persistants après une phase aiguë de la Covid-19, en palliant au pied levé l'absence de François Göringer, infectiologue, qui a été empêché et qui devait introduire la conférence sur la notion de Covid long. Elle va aussi nous dévoiler le protocole d'une étude contrôlée, randomisée, ouverte, qui s'appelle Covid-Term, qui va être conduite pour comparer l'effet de la prise en charge recommandée par la Haute Autorité de Santé en médecine de soins primaires et en établissement thermal. Je terminerai en rappelant tout l'intérêt de notre région et de la métropole de Nancy dans le développement du thermalisme. Ma chère Gisèle, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Dominique, pour cette présentation que ma modestie doit assumer. Merci à vous tous qui me faites l'honneur de me proposer cette conférence aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, un sujet de grand intérêt, un sujet vraiment ancré dans notre région, ancré dans la science d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer non pas en mon nom propre, mais au nom d'un collectif qui a construit le projet Covid-Term. Covid-Term, c'est une histoire qui a débuté en mars 2020, quand notre région a été particulièrement touchée par la pandémie Covid-19. Je remercie tout particulièrement François Göringer,
qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a aidé pour construire ce diaporama et notamment toute la partie infectiologie dont il est l'expert. La région Grand Est est au cœur, excusez-moi, voilà, est au cœur de la pandémie Covid-19. C'est une des premières, voilà, c'est une des premières régions à être autant atteinte par l'épidémie Covid-19. Et dès mars 2020, au tout début de la pandémie, la Fédération thermale du Grand Est, présidée par André Rossino, nous appelle à innover et à se réinventer pour répondre aux nouveaux besoins de santé face à cette situation inédite. Nous nous retrouvons, universitaires, professionnels de la santé, professionnels des sciences humaines et sociales, spécialistes en médecine interne, en infectiologie, en médecine physique et de réadaptation. Nous nous retrouvons et initions ce fameux projet Coviterm. À cette époque, nous imaginons comment un établissement thermal pourrait prendre en charge tous ces patients, tous ces professionnels en déshérence dans cette période où les hôpitaux, où toutes les ressources de santé sont orientées vers la prise en charge de la Covid-19. Établissements thermaux qui, à l'époque, étaient vides de tout curiste. Alors, ces personnes qui étaient en errance, c'était ces personnes porteuses de maladies chroniques dont on n'avait plus le moyen de prendre en charge et qui, par ailleurs, s'aggravaient et perdaient des capacités fonctionnelles et des acquis. C'était également les personnes souffrant de séquelles de l'infection à SARS-CoV-2. On s'est rendu compte très rapidement dans notre région qu'il y avait que le SARS-CoV-2, certes, il y avait les postes-réanimation, les postes-soins intensifs, mais on ne se remettait pas d'une infection à SARS-CoV-2 comme on se remet d'une grippe. Et on avait imaginé à cette époque la cure thermale comme une cure dite de convalescence pour traiter ces personnes qui avaient soit une persistance, voire une résurgence des symptômes, ou alors pour prendre en charge les personnes en post-réanimation dans la continuité de la médecine physique et de réadaptation. Il y avait également toute une population, une partie de notre population qui sont les soignants, qui étaient dans une situation extrêmement critique d'un point de vue professionnel, du fait de l'anxiété générée par la maladie, l'anxiété générée par le manque de moyens, le manque de protection individuelle, le manque de matériel, et puis par tout ce qu'avait comme impact cette posture de soignants dans leur vie quotidienne, familiale et sociale. Enfin, la quatrième population cible était les familles et les aidants. En avril 2020, une information était transmise à la directrice de l'ARS du Grand Est sur ce projet Coviterm. Et en juillet 2020, le président de la métropole, André Rossino, émettait un rapport et un courrier adressé au ministère de la Santé et des Solidarités pour présenter ce projet Coviterm. Alors, ce projet-là, c'est un projet, je dirais, qui reflète notre patrimoine à tous, historique, scientifique et professionnel. La Lorraine est une terre de thermalisme. Là, je vous ai représenté la fréquentation des curistes assurés sociaux, c'est-à-dire les cures thermales prises en charge par la sécurité sociale. Et vous voyez que la crise Covid, il y a eu une chute drastique du nombre de curistes, avec en corollaire des établissements thermaux qui étaient prêts à soigner des patients dans ce contexte de crise post-Covid et des populations, des professionnels thermaux qui, eux, étaient en arrêt parce que les stations thermales étaient fermées. Alors, le Grand Est est une région thermale. C'est la seule région du nord de la France qui a une activité thermale aussi dense. Et vous parliez de Bains-les-Bains. Bains-les-Bains, c'est la ville natale de Victoire d'Aubier, mais c'est également une de nos grandes stations thermales dans le Grand Est.
La Lorraine, le Grand Est, et parce que dans le Grand Est, il y a plusieurs stations thermales, il y en a en Lorraine, mais il y en a également en Alsace. Le Grand Est est là. Alors là, c'est les statistiques de 2018, mais aujourd'hui, on sait quelle est la quatrième ville en fréquentation, parce que là figurent uniquement les cures remboursées par la sécurité sociale, mais il y a un certain nombre de cures médicales, et notamment des mini-cures qui sont prises en charge par les patients eux-mêmes. La dynamique nationale, elle ne s'engagera réellement qu'en janvier 2021, où les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont émises concernant ce qu'ils appellent les symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l'adulte, diagnostic et prise en charge. En février 2021, l'Assemblée nationale adopte un texte invitant à reconnaître et prendre en charge les complications à long terme de la Covid-19. Il est demandé de redoubler les efforts pour mieux connaître, comprendre, traiter la maladie et ses complications et intensifier la recherche et le travail entre les autorités sanitaires et scientifiques. Il est vrai que construire un projet de soins pour les patients Covid long, ça ne peut être qu'un projet interdisciplinaire. Il y a un groupe de travail qui se réunit à ce moment-là, qui est réuni par le Collège national des exploitants thermaux et qui va travailler sur cette dynamique qui a été mise en place dans le Grand Est, comment les stations thermales peuvent répondre à ce besoin de prise en charge des Covid longs. Le 10 novembre 2021, donc très récemment, l'HAS a actualisé ses recommandations et j'ai noté, nous avons noté, il y a une phrase: l'absence de données ne permet pas de recommander la prescription de cures thermales qui ne proposeraient pas des prises en charge de rééducation, de réadaptation et de soutien adapté. Il est vrai que prendre en charge un patient porteur de Covid long en station thermale, ce n'est pas du tout le même design de soins que celui des cures classiques pour les maladies chroniques. Il y a dans la prise en charge d'un patient porteur de Covid long tout un travail de rééducation et de réadaptation fait par les kinésithérapeutes et un travail de soutien psychologique qui est essentiel car ces patients peuvent être des patients très en souffrance et très fragiles. Nancy, sous la présidence du professeur Christian Rabault, a inauguré la première journée scientifique nationale sur le Covid long, le 19 novembre 2021. Alors, le post-Covid, ce sont des entités mouvantes et intriquées. Il faut dire que l'on n'a que 2 ans de recul, même pas encore 2 ans de recul par rapport à ce Covid, et que le temps de la publication fait qu'aujourd'hui, on a un recul à peu près de 7 à 9 mois sur ces symptômes post-Covid. Alors, il y a également des problèmes de définition. Lorsque les patients sortent de soins intensifs ou de réanimation, ils peuvent avoir des séquelles qui sont en partie liées à ce séjour en soins intensifs, des séquelles lourdes comme des fibroses, neuropathies, sarcopénie, myocardite. Il y a également une pathologie psychiatrique très particulière qui est celle du syndrome de stress post-traumatique. Un certain nombre ont vécu des stress, que ce soit par les soins ou par l'épidémie. Mais ce syndrome de stress post-traumatique, il survient souvent plusieurs semaines après le stress. Et il y a ces symptômes plus ou moins persistants ou d'apparition nouvelle, parce que parfois ces symptômes apparaissent à distance de la phase aiguë, dans les suites d'une infection à SARS-CoV-2 avec un retentissement médico-psychosocial important. Donc, ces symptômes post-Covid dont les patients nous ont parlé et qui ont eu des difficultés pour être reconnus par la communauté médicale et qui aujourd'hui, on est en train de dessiner les contours. Alors, le syndrome post-Covid, j'adopte ce terme-là, vous allez comprendre pourquoi. Il a été décrit au départ comme symptôme avec un S persistant après 12 semaines. C'était les anglo-saxons qui ont proposé cette dénomination.
L'OMS, en octobre 2021, donc c'est la définition la plus récente et c'est la définition mondiale, définit le statut post-Covid. Donc, ce sont des symptômes qui persistent au-delà de 3 mois après l'épisode aigu et qui persistent au moins 2 mois. Donc, il y a une notion de durée également des symptômes. La prévalence, initialement, elle était estimée à 20% après 5 semaines de la phase aiguë de la Covid, 10% après 3 mois. Vous verrez que les études récentes donnent des données plus précises et peut-être plus inquiétantes. Alors, ce syndrome post-Covid est très compliqué parce que ce sont des symptômes extrêmement variés. Il faut savoir que ce syndrome post-Covid peut survenir chez quelqu'un qui a une affection grave, mais également et souvent chez quelqu'un qui a une infection bénigne, voire presque inapparente. Que ce syndrome post-Covid peut fluctuer avec des évolutions dans le temps, d'amélioration et de dégradation de l'état. Ce que soulignent tous au niveau international, c'est la difficulté d'accès aux services de soins de santé appropriés. On est face à une nouvelle maladie, à une pathologie émergente, et nos systèmes de santé doivent s'adapter, offrir les soins adaptés, ce qui est complexe dans des temps réduits et qui est souligné par tous les pays. Alors, voilà, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais voilà par exemple toute la liste de symptômes listés par l'HAS, des symptômes physiques, fonctionnels, mais également une souffrance psychologique, avec soit une aggravation d'un état de souffrance antérieur, soit des nouveaux, des angoisses, insomnie, fatigue, état dépressif, voire stress post-traumatique qui est lié, certes, qui peut être lié à la maladie, au séjour dans une structure de réanimation, mais également au choc sociétal et économique et à la crainte que l'on a ressentie pour soi et pour ses proches. L'histoire de la Covid-19, l'histoire naturelle de la Covid-19 et donc de ce syndrome post-Covid s'écrit au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie et de l'expérience acquise. La nosologie. Les patients, les associations souffrant de symptômes prolongés ont choisi le terme de Covid long, comme c'est le cas de l'association Covid long après J20 française. Les Anglais, ils parlent plus de symptômes persistants de 4 à 12 semaines et de syndrome post-Covid. Nos amis américains parlent de séquelles post-aiguës. Et puis l'OMS, je viens de vous donner la définition, et l'OMS a mené une étude et elle montre que les 3 symptômes les plus importants sont la fatigue, l'essoufflement et le dysfonctionnement cognitif avec ce brouillard cérébral, cette fatigue, cette difficulté à retrouver, à réfléchir, à penser, à retrouver les mots. Vous dire qu'il y a une revue systématique qui est parue en mars 2020 et qui faisait déjà état au bout d'un an de 39 études menées sur le sujet, mais que ces études portaient essentiellement sur les personnes hospitalisées. Et c'est vrai que ça reste encore assez obscur sur ce qui se passe en ambulatoire. La durée moyenne est de 7 mois de suivi. Et on retrouve toujours ces mêmes symptômes qui sont verbalisés différemment. On parle dans cette étude de faiblesse, de malaise, de troubles de la concentration. Ce qu'il faut noter, c'est que la qualité de vie est perturbée dans 37% des cas. Alors, que sait-on en France? Il y a cette fameuse étude, la cohorte French Covid, qui avait 1137 patients lorsque cette étude a été publiée à l'automne 2021. C'est une étude prospective qui va suivre des patients hospitalisés pour Covid-19. L'âge médian de ces personnes est de 61 ans. Eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'à 6 mois, ces patients qui ont été hospitalisés, 60% d'entre eux ont encore au moins un symptôme. Qu'un quart d'entre eux, à 6 mois, a encore au moins 3 symptômes. Et cette fréquence de symptômes post-Covid, de symptômes qui persistent, elle est associée au sexe féminin
mais également à la sévérité initiale, mais pas à l'âge ni aux comorbidités. Mais ce qui est le plus inquiétant, alors c'est sûr que ces données-là, c'est des données qui ont été éditées, qui datent de la fin d'année 2020. À 6 mois, 29% des actifs étaient toujours en arrêt de travail. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Et vous voyez, on retrouve toujours les mêmes symptômes, fatigue, dyspnée, arthralgie. En suivi ambulatoire, on a peu de choses. Il y a à Genève, à l'époque, à Genève, au moment de la pandémie, les tests Covid s'effectuaient à l'hôpital de Genève. Et donc, ils ont recensé des personnes qui avaient un suivi ambulatoire. Parce qu'à cette époque-là, les médecins ne voyaient pas leurs patients, mais il y avait un suivi ambulatoire virtuel qui s'appelle Covicar. Et bien, sur ces 410 personnes qui n'ont pas été hospitalisées, 39% rapportent des symptômes encore 7 à 9 mois plus tard, et on retrouve toujours les mêmes symptômes avec la perte du goût et de l'odorat. Et on remarque l'alternance des phases d'exacerbation et de récupération. En médecine ambulatoire, une autre étude, une étude allemande, qui retrouve toujours la même fréquence, avec mais parfois des chiffres qui augmentent avec le temps. Et on retrouve toujours le sexe féminin et le nombre de symptômes. Et ces auteurs s'interrogeaient sur le rôle que pourrait avoir, d'un point de vue immunitaire, un faible taux d'IgG dans la persistance de symptômes après la COVID-19. Je ne m'attarderai pas. De nombreuses hypothèses sont avancées pour expliquer ces symptômes post-Covid, symptômes liés à une atteinte neurologique, persistance virale, un problème immunitaire, des microthromboses, des problèmes de dysautonomie du système nerveux central, des problèmes liés aux mastocytes, susceptibilité génétique. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'hypothèses qui sont émises, mais aucune d'elles, la physiopathogénie n'est pas encore clairement établie. Alors, traiter un syndrome post-Covid, quels sont les objectifs? C'est permettre aux patients de retrouver une autonomie. Ces patients-là sont fatigués. Tout est difficile. Il y a beaucoup d'arrêts d'activité professionnelle et sociale. Un équilibre psychologique, des capacités physiques. Et donc, il faut une action globale qui se résume en 3 mots: rééduquer, réhabiliter et resocialiser. Ce sont souvent des patients qui sont isolés, pour permettre à ces patients de retrouver des activités sociales et professionnelles proches de celles de leur vie antérieure. Alors, l'HAS, qu'est-ce qu'elle recommande? Elle recommande une stratégie diagnostique et thérapeutique personnalisée, centrée sur la personne, avec une approche multidisciplinaire. Donc, à la fois avec des traitements qu'on appelle symptomatiques médicamenteux. Ils insistent beaucoup sur l'information, mais je dirais que ça va au-delà de l'information. C'est de l'éducation à la santé pour apprendre aux patients à s'autogérer. Il y a une place vraiment très importante dans la rééducation. D'ailleurs, il y a toute une proposition qui a été faite par la Sécurité sociale pour une prise en charge spécifique par les kinésithérapeutes. Ce sont des personnes qui se fatiguent très vite et pour lesquelles il faut, le rythme n'est pas le même que ceux d'autres pathologies. Les séances de kinésithérapie durent environ 1h30. Et puis également l'importance de la prise en charge psychologique, voire psychiatrique, pour gérer, identifier les troubles anxieux et dépressifs. L'HAS propose même un déroulé de consultation pour éviter finalement de rompre, pour essayer justement de briser le cercle vicieux de la désadaptation. Vous dire qu'à Nancy a été ouverte une consultation dédiée Covid long CHRU dans le service de maladies infectieuses qui est dirigée par M. Göringer et qui permet, en rencontrant ces personnes, de mieux également comprendre cette maladie. Pour un médecin généraliste, il y a à peu près 1 ou 2 personnes, d'un point de vue épidémiologique, 1 ou 2 patients qui souffrent de cette maladie, donc les connaissances sont encore embryonnaires
Et donc, une consultation dédiée, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, quelle est la situation actuelle? Eh bien, ces patients sont toujours en situation d'errance médicale. On l'a bien vu lors de la journée qui s'est tenue sur le Covid long le 19 novembre, où les associations de patients sont très actives et nombre d'entre elles disent à quel point il est difficile d'être pris en charge. Pourquoi il est difficile? Parce que déjà, il faut poser le diagnostic. Ça justifie une formation. C'est une maladie nouvelle que les professionnels de santé ne connaissent pas. C'est difficile également du fait des difficultés qu'on a actuellement d'un point de vue démographique vis-à-vis des professionnels de santé. C'est difficile également parce que certains coûts générés ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Je pense par exemple aux diététiciens. Les psychologues commencent à être pris en charge, mais de façon encore embryonnaire. Et face à ça, une chose très simple, les soins spécifiques tels qu'ils sont proposés par l'HAS sont réalisables en milieu thermal. Alors pourquoi l'espace thermal? Parce que l'espace thermal, c'est une approche intégrative avec une équipe pluriprofessionnelle. Tous ces intervenants cités par l'HAS pour la mise en place de ce programme de réadaptation, avec en plus des personnels spécialisés dans les soins hydrothermaux. On peut, dans ces stations, ne pas résumer la cure thermale comme dans certaines maladies chroniques comme l'arthrose à des massages. On peut très bien mettre en place des soins d'hydrokinésithérapie qui bénéficieront également du fait que l'eau permet d'alléger le poids de la personne et facilite le mouvement. C'est ce qu'on appelle la créno-réadaptation, avec à la fois les effets chimiques, mais surtout physiques de l'eau et psychiques de l'eau. L'approche thermale a toujours été une approche centrée sur la personne. L'espace thermal, c'est une unité de lieu et de temps. Et donc, ça permet également d'avoir une rupture avec l'environnement stressant, une rupture avec l'hôpital, avec les établissements de soins. C'est une structure qui bénéficie d'un environnement naturel et climatique favorable. Le patient est dans une démarche active, il est disponible pour les soins et des actions de prévention. Et puis, il y a un environnement humain, certes professionnel, mais également la rencontre avec des pairs. Et dans toutes les pathologies, on sait à quel point c'est important de rencontrer des personnes souffrant de la même maladie que vous pour échanger et avancer. C'est un espace idéal, et c'est un jeu de mots du professeur Hérisson, pour se ressourcer. Cet espace-là, il est entre soins primaires, centre de rééducation, hôpital. Ces soins, et ça a été démontré dans de nombreuses études, permettent de retrouver des rythmes chronobiologiques. Je pense en particulier au sommeil et à l'alimentation. Ça permet naturellement de reprendre une activité physique adaptée, naturellement et avec plaisir, pas seulement sous la forme d'une prescription médicale. Et ça permet une resocialisation. Bien sûr, c'est un espace d'apprentissage de l'autogestion de la maladie. Donc, ce schéma qui a été produit par une autre collaboratrice, Madame Danan, montre le Covid long au centre et donc tous ces acteurs qui vont intervenir, qui vont être au cœur du dispositif. Alors, qui peut-on accueillir en station thermale? Eh bien, des personnes qui ont des symptômes que l'on sait que l'on peut traiter en station thermale. Bien sûr, un établissement thermal, ce n'est pas un hôpital. Et donc, il y a des situations qui sont incompatibles avec une prise en charge en station thermale, notamment des insuffisances respiratoires sévères, des cardiopathies évolutives, des thromboembolies. Alors, comment prescrire une cure? Eh bien, on prescrit une cure comme toute cure thermale, mais on va attendre le 3e mois avant de la prescrire, attendre que la phase aiguë soit réellement passée. Et donc, ce qui conduit à un accueil au bout d'1 mois à 4 mois dans l'établissement thermo. La cure thermale, elle se déroule historiquement sur 3 semaines, soit 18 jours. Et on a réfléchi à faire des séjours plus courts, mais il est certain que la convalescence a un temps.
Et ce temps de 3 semaines est un temps très, très important d'un point de vue chronobiologique. La personne va bénéficier de soins hydrothermaux, de soins de rééducation qui doivent être progressifs et personnalisés. Réentraînement à l'effort, c'est vraiment très important parce que ces patients sont fatigués, ils n'arrivent plus à faire d'efforts. Monter des escaliers, c'est difficile. Des problèmes respiratoires et surtout un soutien psychologique. Ça, c'est une partie qui est gérée en association avec notre équipe de recherche et le professeur Batt, qui va mettre en place ce soutien psychologique. Il existe déjà des psychologues dans les stations thermales ou affectés dans des stations thermales. Et donc, on va mettre en place une consultation psychologique de soutien vraiment adaptée à ces patients. Et bien sûr, ces patients peuvent bénéficier de toutes les autres offres dans la station thermale, qu'elles soient diététiques ou d'activité physique adaptée. Alors, les facteurs clés de succès, comme je dis, on doit revoir nos organisations. Les patients sont en errance, ils n'arrivent pas à trouver de réponse à leurs problèmes de santé. Et ça passe par une bonne coordination entre professionnels de santé des stations thermales et en ambulatoire. Une bonne coordination au moment de la prescription et à la fin de la cure. Mais cette belle idée et cette bonne idée qui a été initiée à Nancy ne peut pas être validée si elle n'est pas évaluée et si on ne démontre pas le service médical rendu, ce qui a été à l'origine du projet de recherche Coviterm qui est en cours de rédaction et plutôt bien avancé. Alors, je voulais quand même dire cela parce qu'en parlant à des personnes qui ne connaissent pas la médecine thermale, on a tendance à penser que la cure thermale, c'est une médecine désuète, une médecine historique, une médecine traditionnelle. Mais en fait, non. La médecine thermale, certes, au cours des siècles, a démontré ses bienfaits. Et si tant de patients y reviennent, c'est parce qu'elle a un effet. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît pas les études cliniques, les observations cliniques, et on est sous, je dirais presque l'oukase, de démontrer les bénéfices par l'evidence-based medicine, ce qui a été introduit en 1996 par des épidémiologistes du Canada. Alors, on est très embêté parce que cette médecine que l'on doit démontrer, elle a été faite pour le médicament, avec des études cliniques randomisées en double insus. C'est facile de mettre un médicament avec principe actif versus un placebo sans principe actif. On peut tromper le patient, on peut être en aveugle, en double aveugle. Par contre, on ne peut pas ignorer que l'on vit une cure thermale. Et donc, c'est pour ça qu'a été inventé, et une nouvelle fois, Nancy, comme je l'écris, le berceau de la médecine fondée sur les preuves, elle a été initiée par le professeur Michel Boulanger et son équipe, qui a eu l'idée de mettre en place une méthodologie très particulière, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort des personnes qui auront leur cure immédiatement et d'autres qui auront une cure à 8 mois. Là, en l'occurrence, c'était 8 mois, ça peut être 6 mois. Et donc, c'est la première étude qui a été faite comme ça et qui a comparé les deux groupes. Et donc, les premières observations, ce qu'on se rend compte, et ça paraît anecdotique aujourd'hui en 2022, mais c'est énorme comme avancée. On montre qu'on diminue la durée de la douleur et son intensité, que les contractures chez les curistes sont quasi nulles, alors qu'elles sont toujours présentes chez les témoins, qu'on diminue la consommation d'antalgiques, de médicaments contre la douleur, et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens au sortir de la cure. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'à 9 mois, on a toujours ce bénéfice sur la durée de la douleur et sur l'intensité de la douleur, mais également toujours ce bénéfice sur les consommations médicamenteuses. Ces études, elles ont été confirmées et on a utilisé d'autres outils, notamment le score de handicap, et vous voyez bien là les différences qu'il y a à 6 mois entre le groupe contrôle et le groupe cure. Pourquoi je vous mets ce graphique? Je vous mets ce graphique pour vous dire que l'effet de la cure, ce n'est pas seulement un effet immédiat, c'est un effet qui dure au moins 6 mois, 9 mois.
que là, je vais vous présenter une autre étude que nous avons menée en médecine thermale. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui parle, quand on voit les symptômes de post-Covid. C'est l'étude qu'a menée Olivier Dubois à Saujon sur le trouble d'anxiété généralisée. Il a fait, pareil, une enquête en double randomisée, en double aveugle, une étude randomisée ouverte. Et il a eu l'audace de comparer un groupe cure thermale à un médicament, en l'occurrence la paroxétine. Eh bien, ce qu'il a appelé des répondeurs, ceux qui avaient au moins une amélioration de 50%, il y avait plus de la moitié dans le groupe cure, alors qu'il n'y en avait qu'un tiers dans le groupe paroxétine. Et la rémission était aussi également plus importante dans le groupe cure que dans le groupe paroxétine. Voilà, quand on regarde l'échelle de l'humeur, on voit très bien que le groupe thermal s'améliore. En l'occurrence, son degré d'anxiété et de dépression baisse. Et ce qui est intéressant également que dans cette étude, c'est qu'on montre que l'effet dure, ce qui n'est pas le cas du médicament. Et il dure jusqu'à 6 mois. Je terminerai cet aperçu des études faites en médecine thermale sur une étude récente qui a été faite pour réhabiliter les femmes dans les suites de leur cancer du sein. Ces personnes-là sont des personnes qui sont considérées comme guéries, un peu comme nos Covid. Ils ont passé la phase aiguë, mais qui en fait souffrent d'un post du traitement du cancer de sein. Le cancer n'est pas là, mais elles ont besoin de se réhabiliter et de se réadapter. Et donc, l'objectif de cette étude, c'était d'améliorer la qualité de vie de ces femmes en rémission complète. Ça a été une étude qui a été menée sur 251 femmes et elle associe également des soins hydrothermaux. Là, c'était surtout une problématique nutritionnelle, ça correspond à cette population, une problématique d'image de soi, mais également une problématique de réadaptation physique, de reprise de l'activité physique, qui est également un élément clé du traitement et de la continuité de la rémission. Eh bien, ce qui est très intéressant, ils ont suivi ces femmes-là pendant 5 ans. Et vous voyez que finalement, l'amélioration, elle existe dans le groupe contrôle. C'est sûr que quand on est guéri d'un cancer, forcément, la qualité de vie s'améliore. Dans le groupe cure, la qualité de vie s'améliore très vite. Et on voit que cette amélioration, elle persiste jusqu'à 5 ans dans les deux mesures, à la fois physiques et mentales. Ce qui est également intéressant, dans cette étude, c'est qu'il montre qu'une cure thermale permet de réduire la consommation de soins, notamment de kinésithérapie, et permet de reprendre les activités professionnelles et familiales, et qu'elle est coût efficace à 12 mois. Donc, c'est un peu notre idée pour Coviterm. Je vous ai juste mis cette diapositive, c'est pour vous dire que la Lorraine et l'Université de Lorraine est très active, simplement quelques publications publiées entre 2017 et 2022, notamment, principalement en rhumatologie. Alors, le projet Coviterm, il part dans cette dynamique de ville, dans cette dynamique de métropole, de région, dans cette dynamique universitaire, mais également dans cette dynamique professionnelle, avec comme objectif d'évaluer les recommandations de l'HAS, la prise en charge selon les recommandations de l'HAS, avec une variable qui sera une prise en charge en milieu thermal versus une prise en charge en médecine ambulatoire, avec les mêmes soins, si ce n'est les soins hydrothermaux dont bénéficieront ceux qui partiront en cure. C'est un essai contrôlé, randomisé, ouvert. Et les 3 acteurs principaux, et ça c'est important également, d'avoir su dans ce projet créer un réseau. Beaucoup d'études médicales sont menées par des médecins. L'importance de cette étude, c'est justement, et c'est d'ailleurs le savoir-faire des études précédentes également réalisées à Nancy, c'est de s'appuyer sur 3 pieds. C'est un trépied. Les médecins généralistes et thermaux, les kinésithérapeutes et les psychologues.
et chacun amène son savoir-faire. Le critère d'évaluation principal va être la qualité de vie. Nous sommes face à des patients qui ont une diversité de symptômes. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie. On évaluera par des bilans kinésithérapiques psychologiques très sophistiqués avec des échelles les autres critères concernant la reprise de l'activité physique et l'état psychologique. Mais également, une chose qui sera importante dans cette étude, c'est de mesurer la reprise de l'activité professionnelle, sociale, mais également sportive. Alors, pour mettre en œuvre ce programme, on va se baser sur ce qu'on appelle des protocoles expérimentaux de cure thermale. Donc, je vous l'ai dit, soins hydrothermaux, hydrokinésithérapie, psychologie et éducation à la santé. Mais pour cela, il va falloir former des professionnels de santé. Je vous l'ai dit, les patients disent on ne trouve pas les ressources pour être soignés. Et effectivement, il va falloir former ces professionnels qui ne connaissent pas, et c'est vraiment une maladie très particulière. Et nous organisons, dans le cadre de ce projet Covid-1, également une formation de nos partenaires. Le partenariat, il se fait avec les stations thermales. Alors, les stations thermales qui sont envisagées sont des stations thermales du Grand Est, notamment Vittel et Contrexéville, station d'Auvergne, la Bourboule, et station d'Occitanie, Ballaruc. Il faut avoir un partenariat pour une prise en charge rapide de ces patients, parce que ces patients, ce ne sont pas des maladies chroniques. Ils ne peuvent pas attendre, comme c'est le cas dans les maladies chroniques, 6 mois avant d'avoir leur cure. Et puis, il faut les accompagner pour l'organisation des soins. Et je conclurai en disant que le Covid long, j'espère vous l'avoir démontré, est une pathologie émergente. C'est un enjeu de santé publique qui justifie une offre de soins adaptée. La cure thermale paraît cette offre de soins adaptés entre soins primaires et ce que j'ai appelé institutionnel. Le thermalisme a démontré sa capacité à s'adapter aux besoins de santé. Il est né après la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans le panier des ordonnances de la sécurité sociale. Il a su répondre aux besoins de santé d'après-guerre et d'aujourd'hui. Il saura s'adapter à ces nouveaux besoins de santé. Voilà, donc cette synergie, je vous en ai parlé. Et puis donc, nécessité de travaux de recherche pour évaluer le service médical rendu. Je ne vous ai pas présenté notre étude avec plus de précision, mais ça pourrait être l'objet d'une autre présentation. En tout cas, nous avançons bien. Ce n'est pas ma présentation, c'est la présentation d'une équipe. Voilà, une équipe variée, médecins thermaux, médecins généralistes, kinésithérapeutes, psychologues, médecins, enfin, tous les médecins qui ont été impliqués dans la prise en charge de la Covid et des experts extérieurs, à la personne du professeur Hérisson et de Pedro Cantista, qui est un médecin qui est le président de l'ISMH. Je vous remercie et je termine sur cette affiche de l'Assemblée nationale, vaincre le Covid long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gisèle. Alors malheureusement, la visioconférence ne permet pas d'applaudir ta communication plus qu'une autre. Vraiment un grand merci parce que, avec l'aide de François, bien sûr, tu as non seulement fait un tableau de l'état actuel de l'art dans ce qu'on appelle le Covid long, mais aussi tu as montré l'intérêt du thermalisme en général et pas seulement dans le Covid long, et montré un travail qui est très important pour effectivement démontrer l'efficacité de la prise en charge, ce qui est tout à fait possible puisqu'on a bien vu que le thermalisme peut avoir une efficacité dans d'autres affections. Et moi qui vois beaucoup de patients fatigués et douloureux en consultation, je connais l'effet particulier de ce traitement dans la fibromyalgie, qui est aussi un syndrome médical complexe qui parfois peut s'apparenter à ce que présentent certains patients. Alors, j'aurais quelques remarques à faire, mais je voudrais plutôt ouvrir la discussion et signaler, si vous l'avez remarqué, que André Rossino nous a rejoint et je ne sais pas s'il est encore en ligne avec nous et s'il souhaite éventuellement intervenir. Bravo et merci pour ceux qui ont pris d'abord cette initiative. Autour du thermalisme, de sa philosophie, de sa technique, il y a une émergence à terme, mais c'était sans jeu de mots, c'est déjà commencé,
l'image de la métropole, de la ville. Et il ne faut jamais oublier les ressources que la nature nous a données. L'antériorité, moi j'ai relu beaucoup de choses sur ce qui se passait au début du siècle, et je pense qu'on a constitué, avec Marie-Catherine Tallot, avec toute une série de personnalités, une équipe qui a amené à la délibération de la métropole, à la conduite d'une expertise et à la définition de la structure, et un travail que continue François Werner, mais donc bien, avec tous nos partenaires extérieurs, l'objet de beaucoup de curiosité, l'objet aussi, je pense à terme, de jalousie. Donc, il va falloir être très méticuleux. Et comme il y a des travaux pendant un certain temps, et ce sera ma conclusion, il faut, pendant cette période, garnir en quelque sorte le portefeuille d'études, d'influence, de discussions, y compris sur le plan européen, avec nos voisins proches. Et je pense que là, le thermalisme jouera tout son rôle. Je pense également que le bâtiment va être superbe. Il y a vraiment, la métropole a mis les moyens qu'il fallait. Mais aujourd'hui, au-delà du petit avatar juridique, qui va être comblé, je pense qu'il faut qu'on imagine une campagne subtile, permanente, d'images nouvelles de Nancy, basée sur l'apport du thermalisme. Je voudrais aussi saluer Gisèle et lui dire qu'on est heureux de la voir là, en forme, prenant un vrai lead sur la partie médicale du thermalisme. C'est une chaire et un secteur de l'université où la faculté de médecine a toujours été en pointe là-dessus. Je me rappelle le professeur Lamarche et bien d'autres. Donc bravo, c'est une belle étape, votre étude. Et puis bravo à vous, Madame le professeur. Merci. Et puis je vous salue avec respect et amitié. Il y aura encore d'autres rencontres que nous aurons à préparer parce que une image internationale, une image nationale, une pénétration dans la société lorraine et l'agglomération de Nancy, le travail certainement très original qu'on peut conduire avec nos amis du Maroc. Malika Dati sera notre ambassadrice vers ce secteur. Donc, c'est une belle opération ce soir et je voudrais vous remercier et vous dire à bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci beaucoup et moi je tenais à vous remercier. Je crois que c'est vraiment un très très beau projet que ce projet de Nancy Thermal. C'est votre œuvre et merci pour la confiance que vous me faites. Et je voudrais ajouter une petite chose. J'ai beaucoup parlé de kinésithérapie, mais j'ai oublié de citer Marie-Catherine Tallot qui était dans toutes mes diapositives. Marie-Catherine Tallot avec laquelle je travaille de concert pour monter ce projet Coviterm qui est en train de révolutionner l'hydrokinésithérapie thermale en créant, elle vient de créer la Société française de kinésithérapie thermale et pratique de pointe. Et c'est vrai que Nancy est vraiment en train d'émerger et de créer une nouvelle dynamique en kiné qui est essentielle et repositionner cet établissement thermal entre médecine physique de réadaptation et soins primaires, c'est également redonner aux établissements thermaux les moyens de faire de la réadaptation qui vont au-delà de la prise en charge des maladies chroniques. Je vais poser une question, elle est peut-être infondée, mais je la pose quand même en tant que chimiste et biochimiste. Est-ce que le type de centre de cure thermale est concerné par la Covid? Car les eaux des centres thermaux nationaux ne sont pas chimiquement identiques. Vous avez cité Vittel, Contrex, La Bourboule, Bagnères, Néris. Est-ce que tout ça peut être utilisé à bon escient?
Alors justement, c'est également quelque chose qui bouleverse. Vous savez que les stations thermales, elles ont des orientations ORL, rhumato, etc. Et en fait, là, on utilise le soin hydrothermal plus euh, pour la technique, ses propriétés physiques que ses propriétés chimiques. Et ce sera des soins relativement standards. On va au-delà des orientations. Voilà, on est transversal. Et donc, les soins, c'est la balnéologie, voilà, et c'est surtout, c'est comme je le disais, surtout physique. D'accord. Alors qu'après, que demain, il y ait des indications, alors ça, c'est pour l'étude initiale, hein, mais que demain, il y ait peut-être des spécificités qui se développent en fonction des os selon les symptômes des patients, c'est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'en est pas là. On ne fait pas des soins spécifiques d'organes, et donc, c'est le portage de l'eau, les qualités physiques. Et c'est vrai, quand on sait comment c'est plus facile de bouger dans l'eau que de bouger à sec, c'est évident. Merci, madame. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, je vais prendre la parole, Gisèle. Là, Jean-Pierre Alluc a parlé de la qualité de l'eau thermale. Moi, je voudrais parler des indications en fonction des patients, avec aussi l'expérience que j'ai du Covid long et dans le cadre des patients qu'on voit et qui nous sont adressés par François Göringer. Tu as très bien rappelé les symptômes divers et variés, et pratiquement un catalogue à l'après-Vert qu'a fait la Haute Autorité de Santé et d'autres institutions. Or, ce catalogue, il est quasiment indigestible. Il montre bien sûr que la fatigue est au premier plan, mais il y a énormément de symptômes et tous ces symptômes, comme tu le sais, ne sont pas présents chez tous les patients. Et je pense qu'il importe, avec également l'observation attentive et les examens complémentaires, il y a toute une liste et tout un protocole que l'on fait bien sûr au CHU pour ces patients afin de rechercher une cause précise organique à leur trouble, voire une cause psychiatrique, comme tu l'as dit. Mais on a beaucoup de patients, et particulièrement ceux qui n'ont pas fait une Covid sévère, et moi j'en vois un certain nombre, qui sont essentiellement fatigués, comme tu l'as dit, avec des troubles cognitifs, ce brouillard, avec des douleurs, avec un sommeil qui ne leur permet pas de récupérer, avec parfois même une intolérance sensorielle qui est assez extraordinaire et des troubles digestifs étonnants. J'ai vu des patients qui ne pouvaient quasiment rien manger, qui ont perdu du poids et chez lesquels il y a parfois une amélioration. Mais ma remarque, elle concerne le problème de ces symptômes qui finalement sont parfois sévères, mais n'ont pas de traduction sur les bilans biologiques, des bilans d'imagerie. Parfois, il y a des anomalies à l'IRM fonctionnel, au PET scanner cérébral, mais peu importe. Ces patients-là, on les connaît en médecine et un certain nombre d'entre eux rentrent dans des cadres qu'on appelle syndromiques, c'est-à-dire des ensembles de symptômes qui sont évocateurs d'une nosologie particulière, même si on n'a pas un examen de confirmation formel. Je pense en particulier au syndrome de fatigue chronique que tu connais et tu sais que je travaille beaucoup dans ce domaine. Et je vois qu'un certain nombre de patients ont les critères reconnus par les Américains, les Anglais. Et j'avoue que j'en ai déjà discuté avec la Haute Autorité de Santé et que pour l'instant, il y a une certaine volonté de quelques collègues et parfois même d'institutions de ne pas vouloir reconnaître dans des symptômes médicalement inexpliqués une entité, on va dire organique ou fonctionnelle, plutôt que d'y voir un ensemble de symptômes qui sont liés à des troubles psychologiques et pas du stress post-traumatique. Il y a d'ailleurs eu cette publication que certains d'entre nous connaissent sans doute dans le JAMA du docteur Robineau, qui, sur une cohorte de patients, a conclu que finalement, tous ces symptômes étaient rattachés à la Covid par des patients qui pensaient qu'ils étaient réellement atteints de la Covid et que quand on les comparait à des patients qui avaient eu la Covid et qui ont confirmé simplement par sérologie, ces symptômes n'apparaissaient pas. Donc, ma remarque et mon conseil, c'est quand même d'essayer de serrer un peu mieux la présentation clinique de ces patients et en particulier de bien définir ceux qui ont un syndrome de fatigue chronique. Pourquoi ? Parce que tu as insisté sur le fait que la rééducation, en particulier dans l'eau, qui est très bénéfique, elle doit être faite, comme l'a dit la Haute Autorité de Santé, de façon bien conduite et adaptée aux patients. Or, ces patients qui ont un syndrome de fatigue chronique, et je l'ai observé moi-même, ils font des malaises post-effort, c'est-à-dire que quand ils ont des rééducations trop fortes, ils s'épuisent et ils sont dans une situation bien plus grave qu'avant, qui peut durer 3 jours, 4 jours, voire une semaine, 2 semaines. J'ai de multiples exemples en Alsace et en Lorraine. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous allez essayer d'adapter éventuellement les soins en fonction d'un profil pathologique ou d'un profil clinique particulier? C'est exactement ça. Et c'est vrai que ces patients, justement, ces malaises à l'effort, cette fatigue, c'est bien ce que je disais dans la formation.
Et c'est vrai qu'on peut, ces patients-là, il faut vraiment faire quelque chose de personnalisé et c'est lent. Et les kinés connaissent ça très, très bien, ceux qui suivent les Covid longs. Et donc, voilà, cette nécessité de formation et il ne faut pas y aller trop vite. Et c'est peut-être, voilà, comme pour la fatigue chronique, hein, parce que la fatigue chronique, parfois, comment dire, là, le Covid long a au moins un terme, a une nosologie. La fatigue chronique, elle a une nosologie, mais le Covid long, finalement, leur nombre fait que on commence à avoir une sémiologie et des prises en charge thérapeutiques qui se précisent. Mais c'est exactement la même prise en charge que celle dont tu parles pour la fatigue chronique. Et là, on va former parce que, oui, on va former. Donc, les kinésithérapeutes, c'est pour ça que l'école de massokinésithérapie se joint à nous également pour faire des formations. Donc voilà, c'est un projet vertueux. Il est excellent parce que je crois on va avoir besoin de niveau de preuve face à des situations difficiles. Alors, est-ce que vous allez démarrer prochainement ce protocole? On va le démarrer prochainement, on va le soumettre là à la fin le mois prochain. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? L'heure tournant. Et ce que dit l'HAS, elle dit bien que la cure thermale ne pourra être reconnue que si elle met en place ces actions de réadaptation. Ça ne peut pas être une cure comme pour les autres. Voilà. Il y a vraiment besoin de personnaliser cette cure. Tu as relevé avec beaucoup de finesse que la Haute Autorité de Santé ne considère pas que les cures thermales sont inintéressantes. Au contraire, elle pense qu'elles peuvent apporter quelque chose, à condition évidemment de prendre en compte les autres recommandations que tu as bien citées sur la rééducation, sur la prise en charge psychologique notamment. Parce que là, actuellement, on voit fleurir dans les stations thermales comme en thalassothérapie des cures post-Covid et qui en fait sont principalement constituées de soins hydrothermaux, voire d'activités type sophrologie et autres, sans professionnels de santé dédiés et formés. Donc, c'est ce que la HAS ne veut pas. Ça fait toujours du bien une cure thermale, même sans hydrokinésithérapie, mais voilà. Donc, c'est important de le souligner. Il y a beaucoup de propositions maintenant pour du post-Covid. Est-ce qu'au niveau de la société française que tu présides, vous avez l'intention de faire des recommandations? Alors, nous publions des recommandations. Alors, on a travaillé toute la crise Covid, on a travaillé au niveau de la Société française de médecine thermale parce qu'on a été fermé alors qu'on soigne. On a été fermé contrairement aux autres établissements de soins. Et il y a eu un travail impressionnant pour gérer l'arrivée des curistes et éviter les contaminations entre les curistes. Donc, il y a vraiment eu un travail impressionnant des stations thermales. Et moi, j'y suis allée l'année en 2020, en juillet 2020. Les curistes étaient très satisfaits. La profession a vraiment bien travaillé. Donc, la Société française de médecine thermale, vous pouvez vous y rendre. Elle a un site qui s'appelle Société française de médecine thermale. Elle a une publication qui s'appelle La presse thermale et climatique, qui date, si je ne me trompe pas, je me trompe toujours d'1 ou 2 ans, de 1873, et qui existe toujours. Et qui est sur ce site, et on émet des recommandations. Donc, on a écrit des recommandations parce qu'en fait, il faut avoir des attitudes globales au niveau des stations thermales. Et on a fait 2 ou 3 journées scientifiques sur cette thématique.